Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé dont tels sont les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin en fin de matinée une délégation des sénateurs français. Et en Palestine, les atteintes aux droits des mineurs palestiniens dénoncées par une ONG israélienne dénommée Beit al-Salam. Voilà pour les sommaires. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui en fin de matinée une délégation de sénateurs français. Celle-ci a entrepris une mission de travail visant à imprimer une nouvelle dynamique aux relations économiques et commerciales entre les deux pays et les deux peuples. À l'issue de ces entretiens avec le président Guelleh, le chef de cette délégation, M. Philippe Paul, qui appartient précisément à la commission du Sénat pour les affaires étrangères, la défense et les forces armées, a fait état de la détermination de son institution à contribuer au renforcement du niveau d'échange économique et commercial entre les deux pays. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, a assisté à cette rencontre tout autant que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, et le conseiller du président de la République en matière de défense, le colonel Mustafa Ali Handouli, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti, française auprès de la République de Djibouti, M. Christophe Guilou. À l'issue de cet entretien, le sénateur français Philippe Paul s'est réjoui du nombre important de secteurs de collaboration économique possible entre les deux nations. Je vous propose de suivre le sénateur. Les points essentiels, tout simplement, déjà le chapeau général de la mission nous a été attribué par le président du Sénat, qui avait reçu le président de la République il y a un an, et il voulait lui assurer, Gérard Larcher, à travers cette mission, que la France est toujours aux côtés de Djibouti dans tous les domaines, quels qu'ils soient, pas uniquement le militaire comme on l'entend, mais aussi tout ce qui est économique et autres, et puis assurer de la poursuite de toute l'action, l'amitié qui lie nos deux pays. Pour le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, les deux pays, Djibouti et la France, vont amorcer un partenariat économique intense. Et il s'agit d'un nouveau tournant dans les relations entre Djibouti et la France. Avec cette mission de sénateurs français à Djibouti, nos deux pays vont étendre à l'économie les liens stratégiques qu'ils entretenaient jusqu'alors dans les domaines politiques, militaires et culturels, a-t-il indiqué. Écoutons les propos du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan. Aujourd'hui, le président de la République vient de recevoir une délégation de sénateurs français qui donne suite à la visite du président de la République en France il y a un an, où il a rencontré le président du Sénat et bien sûr aussi le président de la République française. Je crois que c'est une étape importante de nos relations anciennes et traditionnelles qui passe à une nouvelle phase de partenariat non seulement politique, militaire, mais également économique. Comme vous avez dit, le chef de la délégation des sénateurs, aujourd'hui ils ont rencontré déjà des hommes d'affaires et des secteurs privés franco-djiboutiens. Je crois que c'est un pas très important dans l'amélioration et le renforcement de nos relations avec la France. Et cette information trop importante qui nomme le président Guelleh sacré leader du tourisme par l'UE, le Conseil européen du tourisme et du commerce a sacré le président Ismaël Omar Guelleh leader mondial du tourisme et l'a nommé membre de l'Académie européenne du tourisme, et pour sa reconnaissance du rôle et de l'importance du tourisme sur la scène mondiale. Une lettre officielle a été adressée en ce sens par le Conseil européen du tourisme et du commerce. Il a encouragé les autorités djiboutiennes à poursuivre sur la même voie. Le tourisme étant facteur de développement, de croissance économique, il s'intègre parfaitement dans la stratégie de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, le gouvernement djiboutien reconnaît l'importance du tourisme comme facilitateur clé pour le développement du pays en investissant dans les infrastructures touristiques et en renforçant les capacités d'accueil des touristes djibouti, et dans la bonne voie, a souligné la lettre d'attribution du prix. La lettre est co-signée par le président du Conseil européen du tourisme et du commerce, le docteur et professeur Anton Karajea, et le directeur de l'Académie européenne du tourisme, Mircea Constantinescu. Cette distinction s'est basée donc sur le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'économie mondiale qui indique que le président Ismaël Omar Guelleh a sorti Djibouti de la pauvreté et l'a hissé au 5e rang des économies les plus dynamiques du monde.
Après avoir donc rencontré la délégation des sénateurs français, le chef de l'État, Ismaël Marguelé, s'est envolé pour Kigali, où il devra prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECA. Les travaux préparatoires de ce sommet se tiennent actuellement dans la capitale rwandaise, comme nous l'a confirmé notre correspondant sur place, Ahmed Hamad. En prélude à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone continentale africaine de libre-échange qui se tiendra ici à Kigali le 21 mars prochain, les ministres du commerce des pays africains ont tenu déjà une première réunion portant sur l'aspect juridique de cette zone commerciale inter-africaine les 8 et 9 mars dernier. Également concernant les préparatifs de ce sommet qui va s'ouvrir dans 48 heures, les ministres des Affaires étrangères tiennent à l'instant même leur session pour adopter ou valider les termes de cette zone. Et quant au calendrier pour le processus de création du marché commun africain, il prévoit par ailleurs un forum sur les possibilités et perspectives d'affaires au sein de la zone de libre-échange continentale africaine qui sera organisée donc demain à Kigali afin de sensibiliser le secteur privé africain. La 5e réunion des ministres africains du commerce sur la ZLECA est une initiative de l'Union africaine. Elle visait à adopter les textes juridiques de création de cette zone et a été précédée par la 10e session du forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale africaine et de la 5e rencontre des hauts fonctionnaires au commerce de l'Union africaine. Ces travaux préparatoires ont fait l'objet d'un rapport qui a été soumis aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères des 54 pays africains concernés par la création de cette zone de libre-échange continentale africaine. Rappelons enfin que l'acronyme ZLECA a remplacé ZLEC dans le cadre du marché continental. Prenant la parole durant cette réunion, à l'instar de ses homologues africains, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a adopté et donné un avis favorable aux rapports qui ont été rédigés à l'issue de la 10e session du Forum des négociations sur la zone de libre-échange continentale africaine et de la 5e rencontre des hauts fonctionnaires au commerce de l'UA. Écoutons donc cette intervention. Djibouti appuie la formule d'une autonomie fonctionnelle de ce secrétariat. Cependant, ce secrétariat devrait rester à Addis Abeba, au siège de l'Union, afin de mutualiser les frais de fonctionnement de ce secrétariat, comme l'ont déjà signalé un certain nombre de délégations. L'aspect financier et l'appui transitoire me semblent être l'une des clés de la réussite de ce secrétariat. Sur l'article 22, quant à l'entrée en vigueur de la ZLECA, de l'accord de la ZLECA, les 22 ratifications également me semblent raisonnables comme formule de compromis entre les 2 tiers proposés par certaines délégations et la majorité simple de 50% plus une voix proposée par d'autres délégations. Quant aux réserves exprimées sur l'article 25, l'absence de réserve doit porter sur les objectifs de l'accord comme l'ont signalé également certaines délégations. Enfin, sur la déclaration de Kigali, elle me semble importante et indispensable pour donner une certaine solennité qui est nécessaire à un événement aussi important qu'est la signature de l'accord de la ZLECA, donc dans le cadre d'un sommet extraordinaire consacré donc à cet événement. Je vous remercie. En bref et en image, avec ce départ du chef de l'État qui, après avoir rencontré la délégation des sénateurs français, le président Guélé s'est envolé pour Kigali il y a quelques minutes, où il devra prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone libre échange continentale africaine ou ZLECA. Je vous le redis, les travaux préparatoires de ce sommet se tiennent actuellement dans la capitale rwandaise. Le chef de l'État, à son départ, a été salué par l'ensemble des membres du gouvernement.
Suite au décès survenu le 18 mars à Paris en France du grand homme politique djiboutien Barkhad Gourad Hamadou, dont la biographie se conjugue avec l'histoire de Djibouti, les messages de condoléances affluent toujours. Les derniers messages émanent de l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, de la France, de Bruxelles, de l'Inde, Ahmed Ali Barré, Aïd Moussaïd Yahya, Omar Abdi Siad, Saad Absi Warsama, le président de l'annexe Al-Hiba Jilani Hassan et la population résidente dans le quartier d'Al-Hiba également adresse leurs condoléances. La mairie de Djibouti, à sa tête le maire Fatouma Awali Ousmane et l'ensemble de son personnel, le directeur du Fonds de développement de Djibouti, le notable général de la Confédération Sangogodo Ali Mohamed Gourra, la famille d'Ileta Arba, le vice-président du conseil d'Obok Ahmed Ali Sek, président d'annexe Frud d'Obok Ahmed Saïd, Ali Mohamed Youssouf, chef de la Confédération tribale Koine Eli Bourra, Abdelkader Alidi, BBC de Yoboki, Monsieur Idriss Nour Ibrahim adresse leurs condoléances les plus attristées au président de la à Barkhad Gourad Hamadou, à la famille, amis et proches du défunt Premier ministre. Ils prient tous que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Économie à cette fois, où le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amar Ali Saïd, le représentant de la Banque mondiale à Toussek et le directeur de la DZ, Idriss Ali Sultan, ont parrainé un atelier de présentation de résultats de l'enquête djiboutienne auprès des ménages qui s'est déroulée hier matin au siège de l'Institut des études diplomatiques. Les enquêtes djiboutiennes auprès des ménages sur les indicateurs sociaux sont réalisées par la direction en charge des statistiques, communément appelée DZ. Ces enquêtes ont pour objectif de fournir aux décideurs des informations fiables et pertinentes sur les conditions de vie des ménages en vue de l'élaboration du programme de réforme économique et sociale en général et du programme national de lutte contre la pauvreté en particulier. Le directeur de la DZ a fait une large présentation donc sur les résultats de l'enquête. Idriss Ali Sultan a souligné que la 4e enquête djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux a été réalisée au cours du premier semestre 2017. Il avait pour objectif de mettre à jour les données et indicateurs socio-économiques et sur les consommations et les conditions de vie des ménages. Il a expliqué qu'elle répondait également aux besoins de suivi et évaluation des politiques et programmes de développement social, de la lutte contre la pauvreté et des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Le commissaire au plan chargé des statistiques, M. Amar Ali Saïd, a indiqué que ces résultats méritent toute notre attention, d'autant qu'ils actualisent le profil de la pauvreté et de nombreux indicateurs couvrant plusieurs secteurs relatifs aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les ménages et les personnes djiboutiennes. Je vous propose de suivre le commissaire. L'enquête EDAM 4, encore appelée enquête exploratoire de la pauvreté, fait partie des grandes enquêtes nationales que la DZ réalise régulièrement et qui s'avèrent être essentielles dans un contexte national, régional et international dominé par une demande multisectorielle de plus en plus forte, des données statistiques de bonne qualité et régulières pour le besoin de suivi et évaluation des politiques, des programmes et des objectifs de développement durable formulés et mis en œuvre pour atteindre un niveau et un environnement de bien-être qui permet à chaque individu de manger à sa faim, d'avoir un travail décent, de bénéficier d'une couverture sociale et sanitaire correcte et de ne pas être laissé pour compte. Partant de ces postulats, le résultat qui nous seront présentés ce matin mérite toute notre attention, d'autant plus qu'ils actualisent le profil de la pauvreté et de nombreux indicateurs couvrant plusieurs secteurs et relatifs aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les ménages et les personnes.
afin de l'amener à répondre à toutes les demandes des données à temps et selon les normes internationales. En effet, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi la DIZED est actuellement en train de mettre en place pour formuler une nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique de manière transversale avec la participation de l'ensemble des acteurs du système de statistique nationale. Le processus de formulation de cette stratégie devra procéder à un diagnostic profond de l'appareil statistique national dans son ensemble et proposer des solutions idoines assorties de plans d'action adéquats dont la mise en œuvre devrait être aboutie à l'avènement d'un système statistique permanent. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie s'est exprimé également lors de cet atelier. Je vous propose de le suivre. Vous n'êtes pas sans savoir l'intérêt d'avoir des chiffres est extrêmement important pour prendre des décisions et surtout d'agir contre le spectre de la pauvreté et de la vulnérabilité en République de Djibouti. Nous espérons que, une fois ces chiffres communiqués, analysés, les bonnes décisions seront prises par les autorités de la République pour agir contre la pauvreté, mais également pour prendre de bonnes décisions pour l'avenir. On sait qu'il y a eu des évolutions dans certains domaines, comme d'autres ont connu également de légères régressions. On aura l'occasion d'apprécier. Mais je tiens à remercier la collaboration et le soutien de la Banque mondiale pour la réalisation de cette étude. Et nous invitons l'ensemble de nos partenaires à contribuer dans la construction des données nationales, d'avoir une institution en charge des statistiques et des comptes nationaux qui soit digne de ce nom avec l'appui de nos partenaires. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en engageant beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de jeunes cadres djiboutiens, certains formés, d'autres en formation. Nous ne répéterons jamais assez l'importance d'avoir des données fiables pour une bonne prise de décision à l'avenir. Donc je félicite le commissariat au plan et aux statistiques, la direction de la DIZED, mais l'ensemble des partenaires également qui ont bien voulu participer donc aux efforts du gouvernement de Djibouti. Et nos remerciements encore renouvelés à l'endroit de la Banque mondiale. Santé à présent, avec la distribution des tenues vestimentaires adaptées à l'ensemble du corps professionnel de santé par le ministre de la Santé, Dr Jama Kiye. Cette cérémonie s'est déroulée donc dans l'enceinte de la CAM. À son arrivée à la CAM, le ministre de la Santé, Dr Jama Kiye, a été accueilli par le secrétaire général par intérim, Dr Salah Bonoïta, et les principaux directeurs des établissements sanitaires pour une visite d'inspection de la qualité de ces acquisitions en blouse, coiffe, chaussures et tout autre accessoire. En effet, il s'agit de l'acquisition du deuxième lot qui est effectué par la centrale d'achat et des médicaments, des équipements, la CAM, qui répond aux besoins vestimentaires en milieu hospitalier. L'objectif visé par le ministère de la Santé est bien entendu d'améliorer la qualité des services de santé dans nos structures sanitaires à travers les distributions des tenues de travail adéquates et réglementées en milieu hospitalier. Il s'agit réellement de limiter ainsi le risque infectieux et de répondre aux exigences, aux règles et aux codes vestimentaires qui sont transcrits dans la stratégie de modernisation du système de santé. Ainsi, le ministère de la Santé a donc conçu des tenues qui sont parfaitement adaptées aux différents secteurs de soins en spécifiant les couleurs en fonction des catégories professionnelles des personnels. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Dr Jamal Meouki. Je vous propose de suivre.
Le président de la République nous a donné des instructions fermes et claires d'améliorer la qualité de services, de soins au niveau du ministère de la Santé, mais aussi, en premier lieu, commencer de l'apparence des personnes qui reçoivent la population, qui les soignent d'abord eux-mêmes. Essayer d'être le plus beau possible, de paraître aux différents services au niveau mondial, les différents hôpitaux, que ce soit la propriété, que ce soit la tenue, que ce soit l'accueil. Le département de la santé, en s'efforçant de pouvoir faire en sorte que les instructions et la vision du président puissent être une réalité, nous avons en premier lieu fait l'achat de plus de 3000 tenues avec les différentes couleurs, pour que dès qu'on entre dans un hôpital, savoir qui est médecin, qui est infirmier, qui est sage-femme, ainsi de suite. Nous avons réussi, le premier lot est distribué à tous les personnels du ministère de la Santé, et postérieurement, dans une deuxième phase, nous avons donné la responsabilité à la direction des médicaments et des matériels du ministère de la Santé, une direction autonome, qui est la CAM, qu'elle puisse, elle, se responsabiliser, acheter ou produire ou confectionner tous ces tenues et postérieurement vendre à un prix 2 fois moins cher que celle que d'habitude les personnels achetaient, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur au niveau national. Donc la CAM a fait l'acquisition de plus de 10 000 tenues, mais le département de la santé sera ferme sur les instructions qu'il a données, et l'image du personnel de la santé doit être la meilleure dans le pays. Un médecin doit être présentable, un infirmier doit être présentable, une sage-femme doit être présentable avec la tenue exigée, et aujourd'hui la tenue est disponible dans notre pays. Donc cela améliorera non seulement l'apparence, mais aussi la présentabilité du personnel de la santé. Et aussi cela motivera à la population et aussi donnera la possibilité de savoir qui est qui au sein d'un hôpital pour pouvoir s'adresser, pour pouvoir avoir de l'information ou pouvoir se soigner. Chaque catégorie dans le département de la santé aura son propre équipement, ses propres vêtements. J'exhorte à tout le personnel de la santé de pouvoir s'approcher à la CAM et pouvoir s'approvisionner en matière des équipements. J'ai donné des instructions fermes et claires à tous les responsables des hôpitaux, à tous les directeurs, à tous les responsables des centres. Je voudrais que tous les personnels de la santé puissent respecter cela et puissent s'approvisionner. Si hier, l'excuse était que nous n'avons pas cela au niveau du pays, aujourd'hui, tout cela est disponible au niveau de la CAM. Et cette cérémonie d'adieu des militaires des forces armées djiboutiennes qui sont désignés pour participer aux exercices conjoints de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme. Cette cérémonie s'est déroulée hier matin au régiment d'artillerie. En tout, près de 30 soldats djiboutiens seront déployés en Arabie Saoudite pour assister à l'exercice de l'opération Tempête de Sable, qui a pour objectif de renforcer la coordination militaire des pays membres de cette alliance. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. À son arrivée sur le lieu, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le colonel Mohamed Hirsi, chef de corps du régiment d'artillerie. Le SEMGA a par la suite passé en revue les troupes d'honneur et la section en partance pour l'Arabie Saoudite. La cérémonie a vu la participation, entre autres, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, du colonel-major Ali Soubane Shirdon, sous-chef d'état-major de la défense, Jamil Chicha, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, le général de brigade Ali Ben Asmari, attaché de défense de l'Arabie Saoudite, le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, le colonel Mohamed Jama Abdou Ali, commandant de la garde de côte, et le colonel Omar Bokoré, commandant de la garde côte. Le colonel Mohamed Hirsi Omar, commandant donc le régiment d'artillerie, a souhaité la bienvenue dans son quartier à l'ensemble des participants. Il s'est réjoui du choix de son régiment pour abriter cette importante cérémonie riche en sens. Par la suite, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu une allocution qui donc relate l'objet de la présente cérémonie. Eh bien, et le discours,
le SEMGA a indiqué que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui au régiment de l'artillerie porte un adieu à un détachement des forces armées djiboutiennes désigné pour participer à l'exercice de tempête décisive qui se déroulera dans la province de l'Est en Arabie Saoudite. Cette manœuvre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Arabie Saoudite pour activer le concept de défense commun afin de contrer les hostilités des organisations terroristes, leur soutien qui menace la stabilité de la région et du monde dans son ensemble. Le but de cet exercice est de se préparer à des opérations conjointes pour faire face aux menaces sérieuses qui pèsent sur les pays de l'Alliance islamique dirigés par le royaume saoudien afin de le dissuader et affronter cette force intégrée, unifiée et contribuer ainsi au renforcement de la sécurité. La participation de la République de Djibouti dans cette coalition marque la volonté du gouvernement djiboutien dirigé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh de soutenir le royaume d'Arabie Saoudite dans la défense de la Terre Sainte et contrer toutes les menaces qui pèsent sur la nation islamique, a indiqué le SEMGA. La République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite partagent des liens d'amitié et de fraternité forts et très anciens. Nous prions le Tout-Puissant de perpétuer le progrès et la grandeur des deux pays et des deux peuples frères sous le leadership du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh, ainsi indiqué le chef d'état-major général des armées. Nous prions aussi de les guider sur la voie de la victoire et du progrès. Eh bien, après un pot de rafraîchissement et des spectacles ont eu lieu lors de cette cérémonie d'adieu au régiment d'artillerie qui s'est clôturé donc par ce pot, comme vous les voyez sur les images, organisées à cette occasion qui est marqué donc ainsi par des poèmes et des danses traditionnelles, rendant ainsi hommage aux forces armées et au commandement. Et juste après cette cérémonie, une salutation de départ de la section en partance pour l'Arabie Saoudite s'en est suivie. La section des forces armées djiboutiennes en partance pour l'exercice conjoint de l'Alliance militaire islamique s'est envolée hier soir par un vol spécial affrété par les organisateurs de l'exercice. Cette section a été saluée au départ sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par une délégation d'officiers des forces armées djiboutiennes conduite par le général de brigade Tahir Ali Mohamed. Ce dernier donc a souhaité bon voyage à cette section, en particulier l'officier responsable, le colonel Mohamed Ibrahim Moussa, directeur des ressources humaines des forces armées djiboutiennes. Sport à présent avec le 10 km de l'université de Djibouti qui a été organisé hier devant le nouveau site de l'université de Balbala nommé Ismaël Omar Guelleh. Le coup d'envoi donc a été donné conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Dr Nabil et le président de l'université de Djibouti Jama Mohamed Hassan et ainsi que le directeur général de la CNSS Hassan Roblé. Eh bien, les organisateurs avaient prévu 3 types de courses et avaient donc la participation de plus de 200 athlètes. Pour les hommes, les courses étaient de 10 km, les filles étaient de 5 km et comme d'habitude, une course dédiée aux handicapés a été au centre de cette journée. Cette année, la nouveauté de cette course était donc la participation des athlètes jeunes djiboutiens, des malentendants et des vétérans djiboutiens qui ont eu l'idée de participer à cette course afin de valoriser la course de l'université de Djibouti. La course était très intense, athlètes, ambiance et le nouveau de cette course des athlètes essaie de ramener une rivalité très dure entre les athlètes participants. Les athlètes sont issus des pays amis tels que l'université d'Ankara, d'Addis Abeba et de Mogadiscio. Pour la course de 10 km, elle a été remportée par l'athlète éthiopien de l'université d'Addis, Ashnefe Talese, qui a terminé la course sur le chrono de
31 minutes 06 secondes et il a été suivi par Hamza Ali, issu du club sportif de l'Université de Djibouti, qui a franchi la barre du chrono de 31-10. Et la troisième place est revenue à Mohamed Omar Roblé du lycée d'Ali Sabier avec un temps de 31-17 secondes. Pour la catégorie féminine, la jeune athlète éthiopienne Mezouet Asmari a remporté la première place avec 16-44 et la deuxième est revenue par Wazir Jama' Farah, jeune athlète djiboutienne du club sportif de l'Université de Djibouti avec un chrono de 18-29. La troisième place a été remportée par Hibou Ahmed Elmi avec 19 secondes. Rappelons que cette 11e édition de la course de 10 km a été sponsorisée par la Caisse nationale de la sécurité sociale. En fin de course, nous avons interviewé donc l'athlète éthiopien Hachineh Fetelesi qui a rappelé l'importance de la course donc interuniversitaire régionale. Il a aussi signalé le bon déroulement et l'organisation de cette course. Enfin, l'Université de Djibouti donc organise régulièrement cette course. Après l'effort, les champions ont eu droit à une cérémonie en guise de récompense et un peu tard dans la soirée à l'esplanade de l'université de Balbala. L'événement s'est tenu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil, du président de l'université, Dr Jama, des doyens ainsi que plusieurs participants majoritairement donc issus du corps estudiantine. Eh bien, le programme de la cérémonie était très donc intéressant, d'autant que le public ne cessait de rire et d'acclamer ce jeune venu donc proposer des danses folkloriques et des danses modernes. Et dans son allocution, le ministre de l'Enseignement donc supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souligné l'importance que revêt cette 11e édition de la course de l'Université de Djibouti. Et ce soir, je peux encore continuer à dire que je suis très fier de toutes les activités que vous faites. Je voudrais bien sûr féliciter footballeurs de l'Université de Djibouti qui sont finalistes cette année. Féliciter bien sûr tous les participants à ce marathon. Féliciter les gagnants. Remercier, comme l'a déjà fait le président de l'université que je félicite ici, lui et toute son équipe pour l'organisation et la qualité du travail qui a été fait. J'ai toujours rêvé d'une université qui est très forte, d'une université qui pense toujours aller très loin. Et je crois qu'on est sur la bonne voie et Inch'Allah on ira encore plus loin. Je vous souhaite une très belle soirée. Dans la journée du lundi 19 mars, le ministère du Travail a lancé une vaste opération de contrôle sur la zone PK23. Mais avant donc de lancer cette information, c'est l'heure de l'appel à la prière à l'As. Nous reviendrons là-dessus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et cette vaste opération du ministère du Travail, donc ce contrôle sur la zone de PK53 avait pour mission donc d'inspecter la situation des employés ainsi que les conditions du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Ce contrôle a été planifié conjointement par divers services du ministère, à savoir l'inspection générale du travail, la CNSS, l'ANEFIP et la direction du travail. La question de la régularité des travailleurs était au centre de cette opération inopinée afin de préserver les postes réservés aux Djiboutiens et régulariser ainsi ceux de la main-d'œuvre étrangère dans les conditions légales. À travers cette action, le ministère du Travail vise à mieux réguler le marché du travail et met en garde toutes les autres sociétés contre les infractions qui portent atteinte aux conditions du travail en mettant en danger la santé et la sécurité des travailleurs djiboutiens. En effet, préserver la santé du travailleur, réduire les accidents du travail, conserver l'individu, toute sa capacité dans un travail décent et un enjeu majeur. Ainsi, dans cette optique, l'inspecteur général Abdi Farah Hidlé lance un appel à l'ensemble des partenaires sociaux au vu de se conformer aux diverses législations de l'inspection du travail en matière de conseil et d'orientation, car mieux vaut prévenir que guérir. Par voie de conséquence, l'inspection du travail tient à rappeler qu'aucune infraction ni aucune négligence vis-à-vis des dispositions textuelles ne sera tolérée. Les techniciens de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, ont intervenu ce matin pour remplacer d'urgence une conduite d'eau qui a été endommagée au niveau du PK23. Cet incident a entraîné une coupure d'alimentation de l'eau acheminée depuis l'Éthiopie et qui approvisionne la commune de Balbala de manière temporaire. Les nombreux chantiers de construction que connaît la zone dont l'aménagement d'une nouvelle zone franche au PK23 ont entraîné cette maladresse, une cassure de la conduite d'eau. En raison de ces travaux, l'alimentation en eau potable de la commune de Balbala sera donc temporairement suspendue. C'est donc des responsables techniques présents sur place qui ont été dépêchés sur le lieu. Le but est que la conduite 800 fonte qui ramène l'eau d'Éthiopie est cassée. Donc immédiatement on a isolé les sorties du réservoir et pour qu'il n'y ait pas d'intrusion dans le réseau d'éléments néfastes. Donc là on a voilà, pour patienter jusqu'à la remise en eau. Les travaux de la construction de la nouvelle free zone à PK23, donc il y a eu pas mal d'incidents.
Donc nous demandons à toutes les entreprises qui travaillent sur ce corridor de faire attention. Nous avons des conduites importantes, la conduite qui ramène l'eau d'Éthiopie et aussi les conduites qui acheminent l'eau depuis les forages de PK20. Avant la fin de l'après-midi, Inch'Allah, on compte terminer ces travaux. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, une importante réunion ministérielle avec notamment les ministres concernés par les réformes en cours a eu lieu hier à Kempinski Palace. 3 ministres ont été présents à cette réunion, dont notamment le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, du budget Boudi Ahmed Roblé, et du ministère de l'habitat, de l'environnement Moussa Hassan, ainsi que le secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargé des investissements. Eh bien, nous reviendrons dans nos prochaines éditions cette information. Nous allons passer à l'actualité à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Eh bien, en Palestine, une ONG israélienne dénommée B'Tselem a dénoncé les atteintes aux droits des mineurs. Les enfants palestiniens donc sont battus, ciblés par les tirs des soldats de l'armée israélienne, par des balles enveloppées au caoutchouc et même jugés et emprisonnés. Eh bien, Ali, les droits des mineurs palestiniens sont systématiquement violés. Donc, on a récemment parlé du cas de Ayed Tamimi, cette jeune palestinienne arrêtée et placée en détention pour avoir giflé un soldat israélien. Ces mineurs seraient souvent arrêtés sur de simples suspicions ou même arbitrairement et subiraient ensuite un processus violant leurs droits les plus élémentaires. Dans son rapport, B'Tselem précise que les mineurs arrêtés sont bien souvent seuls, sans avocat ni parents auprès d'eux. Dans cette situation, beaucoup de mineurs confessent ceux qui n'ont pas fait. Enfin, après leur interrogatoire, ces jeunes sont emmenés devant une cour militaire. Leur détention est souvent prolongée. Merci Fardous pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.